La voiture s'arrêta devant un haut portail en fer forgé, et Adelina serra instinctivement son sac de voyage usé. Le domaine de Ravensmoor se dressait devant elle tel un géant de pierre, gris, austère, avec ses tourelles acérées et ses fenêtres étroites où aucune lumière ne brillait, bien que le soir commençât à peine à tomber. Le vent de la mer apportait une odeur de sel et d'algues, et faisait frémir les branches des vieux chênes qui bordaient l'allée. Le cocher ouvrit la portière en silence, et Adelina, rassemblant toute sa détermination, posa le pied sur le gravier. Sous la semelle fine de ses bottines, les cailloux crissèrent d'un son inquiétant, comme pour la prévenir. « Tu entres en territoire étranger, sois prudente. » Elle ajusta son châle, fin, délavé par les lessives, mais encore présentable, et leva les yeux vers le manoir. Les fenêtres la fixaient, vides, comme les yeux de quelqu'un qui aurait depuis longtemps cessé d'attendre des visiteurs. Quelque part à l'intérieur, vivait le comte de Ravensmoor, Alexander Grayson, un homme qu'elle n'avait jamais vu, mais sur lequel elle en avait assez entendu pour éprouver un sentiment mêlé de crainte et de curiosité. Il était revenu de la guerre en héros et en aveugle. C'était la seule chose dont elle était certaine. Le reste n'était que rumeur, commérage des salons londoniens, où on l'invitait parfois à jouer du piano pour une somme symbolique. On disait que le comte était devenu insupportable, qu'il ne tolérait ni la lumière, ni le bruit, ni la présence d'étrangers, qu'il avait renvoyé tous les compagnons et lecteurs que sa tante, Lady Margaret, avait tenté d'engager. « Est-ce vous, Miss Ashford ?» La voix retentit si soudainement qu'Adelina sursauta. Devant elle se tenait une femme d'âge mûr vêtue d'une stricte robe noire, un trousseau de clés à la ceinture. L'intendante de toute évidence. Son visage était lisse, impénétrable, comme de l'argenterie bien polie. « Oui, » répondit Adelina en essayant de sourire, mais ses lèvres refusèrent de lui obéir. « Je suis Adelina Ashford. C'est Lady Margaret qui m'envoie. » L'intendante la toisa d'un regard rapide et évaluateur, de son chapeau au ruban pâli jusqu'à son sac de voyage ficelé. Une lueur de ce qui ressemblait à de la pitié traversa ses yeux. « Mrs. Collins, » se présenta-t-elle sèchement, « je vous préviens tout de suite. Monseigneur ne supporte ni le bruit, ni les mouvements brusques, ni les questions. Si vous êtes du genre à bavarder sans cesse, mieux vaut repartir maintenant. » Adelina se redressa, s'efforçant de ne pas montrer à quel point ces mots l'avaient blessée. Elle était habituée à ce genre de traitement. Les dames de compagnie, les gouvernantes, les parentes pauvres se trouvaient au plus bas de l'échelle sociale, plus bas encore que les domestiques. Au moins les domestiques étaient moins payés régulièrement. « Je comprends, » répondit-elle d'une voix basse mais ferme. « Je ne suis pas ici pour importuner monseigneur. Lady Margaret m'a dit que je devrais lui faire la lecture. Je lis bien. Et j'ai une voix agréable. C'est ce qu'on m'a dit. » Mrs. Collins eut un petit rire sans chaleur. « Nous verrons combien de temps vous tiendrez. La dernière n'a pas supporté plus de 3 jours. » Elle se retourna sans attendre de réponse et se dirigea vers l'entrée. « Venez, monseigneur vous attend dans la bibliothèque. » Adelina la suivit, tâchant de ne pas se laisser distancer. À l'intérieur, le manoir se révéla encore plus sombre que de l'extérieur. De longs couloirs lambrissés de bois sombre, des tableaux au cadre lourd, des portraits d'ancêtres qui la regardaient de haut avec une froide réprobation. Des bougies brûlaient dans des candélabres, mais leur lumière suffisait à peine à dissiper les ombres. Sous ses pieds, le parquet grinçait, et ce grincement résonnait en écho sous les hauts plafonds. Ils traversèrent plusieurs pièces, un salon aux rideaux tirés, une salle à manger où des couverts intacts étaient dressés sur la table, comme pour des fantômes, et s'arrêtèrent enfin devant une porte en chêne sculpté. Miss Collins frappa 2 coups, bref. « Entrez !» retentit une voix d'homme, grave et profonde. Adelina prit une grande inspiration. Ses mains tremblaient légèrement, et elle croisa les doigts pour que cela ne se voie pas. L'intendante ouvrit la porte
et s'écarta pour la laisser passer la première. La bibliothèque était plongée dans la pénombre. De hautes étagères montaient jusqu'au plafond, remplies de livres aux reliures de cuir. Une odeur de vieux papier, de cire et d'autres choses, de tabac peut-être, ou d'herbes séchées. Au fond de la pièce, près de la cheminée, un homme était assis dans un fauteuil. Alexander Grayson, comte de Ravensmore. Il était vêtu simplement, une chemise blanche sans cravate, un gilet de drap sombre, un pantalon noir. Ses cheveux, sombres et grisonnants aux tempes, étaient négligemment peignés en arrière. Son visage, aux traits vifs et volontaires, avec des pommettes hautes et un nez droit, semblait taillé dans le marbre. Mais le plus frappant, c'étaient les yeux. Ils étaient ouverts, d'un gris clair presque transparent, et fixaient le vide, à côté d'elle, à travers elle, nulle part. « Miss Ashford est arrivée, monseigneur », annonça Mrs. Collins avant de refermer doucement la porte, les laissant seuls. Le comte ne bougea pas. Il restait immobile, les mains posées sur les accoudoirs de son fauteuil, et seule une légère tension dans ses épaules trahissait qu'il était parfaitement conscient de sa présence. « Approchez », ordonna-t-il. « Je ne m'ordonne pas. » Sa voix était égale, presque indifférente, mais on y sentait une force d'acier. Adelina fit quelques pas en avant, s'efforçant de marcher sans bruit, comme Mrs. Collins le lui avait appris. Le parquet sous ses pieds grinça traîtreusement. « Arrêtez-vous », dit le comte en levant la main. « Là, maintenant, parlez. Que vous a dit ma tante ?» Adelina déglutit, rassemblant ses esprits. « Lady Margaret a dit que votre grâce avait besoin d'une dame de compagnie, que je devrais vous lire à voix haute les livres que vous choisiriez, écrire des lettres sous votre dictée, si nécessaire, et vous tenir compagnie pendant le dîner. »« Compagnie ?» répéta-t-il avec un sourire à peine perceptible. « Comme si je brûlais d'envie d'avoir de la société. » Ma tante était bien trop optimiste. Il se tut, et un silence lourd et pesant s'installa entre eux. Adelina ne savait que dire. Elle sentait qu'il l'observait. Non, pas qu'il l'observait, mais qu'il l'étudiait d'une autre manière. Il écoutait sa respiration, le froissement de sa robe, peut-être même les battements de son cœur. « Votre voix est agréable, » dit-il enfin. « Pas aiguë, pas criarde. C'est déjà mieux que les candidates pédasses précédentes. » L'une d'elles parlait comme si elle essayait de percer un mur. L'autre chuchotait, comme si elle craignait de réveiller les morts. Mais vous parlez distinctement, clairement, sans affectation excessive. Adelina sentit le rouge lui monter aux joues. Elle ne s'attendait pas à un compliment, surtout un compliment si étrange, si détaché. « Je vous remercie, monseigneur, » murmura-t-elle. « Ne me remerciez pas trop vite, » la coupa-t-il. « Je n'ai pas encore décidé si vous resterez. » Il se leva de son fauteuil, d'un mouvement brusque, assuré, comme si la vue n'avait aucune importance pour lui. Il était grand, large d'épaules, et sa silhouette projetait une longue ombre sur les murs de la bibliothèque. Adelina recula d'un pas par réflexe. « N'ayez pas peur, dit-il, ses lèvres esquissant d'un semblant de sourire sans chaleur. Je ne vais pas vous tomber dessus. Je connais cette pièce par cœur. Chaque recoin, chaque livre sur les étagères. J'ai grandi ici. » Il passa près d'elle, si près qu'elle sentit l'odeur de son œillat de Cologne, de la lavande et de quelque chose d'amer, et se dirigea vers l'une des étagères. Ses pas, ses doigts glissèrent sur le dos des livres, avec assurance, comme s'il lisait le braille l'avait au toucher. « Savez-vous lire le français ?» demanda-t-il sans se retourner. « Oui, monseigneur, et un peu d'allemand. »« Le latin ?»« Un peu. » Il sortit un livre, passa les doigts sur la couverture. C'est de Milton. En anglais, heureusement pour vous. Asseyez-vous dans le fauteuil près de la fenêtre. Commencez à lire au premier chant. Je vais écouter. Adelina prit le livre de ses mains tendues. Leurs doigts s'effleurèrent un instant, et elle sentit quelque chose frémir en elle, comme une étincelle. Il s'immobilisa, mais ne dit rien.
se contentant de reculer d'un pas. Elle se dirigea vers le fauteuil près de la fenêtre, vieux, aux revêtements usés, mais confortable, et s'installa, lissant les plis de sa robe. Elle était simple, en mousseline bleu clair, avec une taille haute sous la poitrine et des manches bouffantes, comme l'exigeait la mode de la saison. La robe n'était pas neuve, mais elle était propre et soigneusement repassée. Elle était fière de pouvoir maintenir sa modeste garde-robe en ordre, malgré sa pauvreté. Adélina ouvrit le livre, trouva la première page et s'éclaircit la voix. De la première désobéissance de l'homme, et du fruit de cet arbre défendu dont le funeste goût apporta la mort dans le monde, commença-t-elle. Sa voix résonna dans le silence de la bibliothèque, égale et mélodieuse. Elle s'efforçait de lire lentement, distinctement, mais sans théâtralité forcée. Les mots de Milton étaient solennels, majestueux, et elle sentait leur poids sur sa langue. Le comte se laissa retomber dans son fauteuil, croisa les jambes et renversa la tête en arrière. Son visage restait impassible, mais elle remarqua que ses doigts s'étaient détendus sur l'accoudoir. Il écoutait, elle le lut, page après page, se plongeant dans le rythme du poème. Sa voix devenait de plus en plus assurée, et elle oublia presque la présence du comte, presque, mais pas tout à fait. De temps en temps, elle jetait un regard furtif dans sa direction, essayant de deviner ce qu'il pensait. Mais son visage restait impénétrable, comme un masque. Plus d'une heure avait dû s'écouler lorsqu'il leva la main. « Assez, » dit-il doucement. Adélina ferma le livre et le posa sur ses genoux. Sa gorge était un peu sèche, mais elle ne se plaignit pas. « Vous lisez bien, » dit-il, et pour la première fois, sa voix laissa transparaître une nuance d'approbation. Sans dramatisation excessive, mais avec sentiment. Vous comprenez ce que vous lisez. Vous ne vous contentez pas de prononcer les mots. C'est rare. J'aime lire, avoua-t-elle. J'ai toujours aimé ça. Pourquoi? La question la prit au dépourvu. Elle réfléchit, cherchant ses mots. Les livres me permettent d'aller là où je ne pourrai jamais aller, de voir ce que je ne verrai jamais, de ressentir ce que peut-être je ne ressentirai jamais, dit-elle avant de se taire, réalisant qu'elle en avait trop dit. Pardonnez-moi. Je n'aurais pas dû... Non, l'interrompit-il. Continuez. Je suis curieux. Adélina serra nerveusement les mains. Quand je lis, je peux devenir n'importe qui. Une reine, une exploratrice, même un ange ou un démon, comme chez Milton. Je peux oublier qui je suis vraiment. Et qui êtes-vous vraiment, Miss Ashford? Elle ne répondit pas tout de suite. Que pouvait-elle dire? Qu'elle était la fille d'un pasteur ruiné, mort en ne laissant que des dettes? Que sa mère était décédée de la tuberculose quand elle avait 16 ans? Qu'elle était seule, sans dot, sans relation, sans autre avenir que d'errer de maison en maison, lisant, jouant du piano, tenant compagnie à de riches dames qui la regardaient avec pitié ou mépris. « Je suis une femme ordinaire, monseigneur, répondit-elle enfin, sans qualité particulière. « Faux, trancha-t-il. Vous avez une voix agréable, vous êtes instruite, vous savez réfléchir. C'est déjà plus que beaucoup de dames de titre que j'ai connues. » Adélina ne sut comment réagir à ces mots. Ils sonnaient à la fois comme un compliment et comme un reproche, non pas à son égard, mais à l'égard de la société tout entière. « Vous resterez, » dit le comte, ne laissant aucune place à la contestation. « Vous me ferez la lecture tous les jours. Le matin, après le petit déjeuner, et le soir, avant le dîner. Le reste du temps, vous êtes libre. Mrs. Collins vous montrera votre chambre. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le lui. Vos gages vous seront versés mensuellement. Lady Margaret a déjà tout arrangé. » Il se leva, signifiant que la conversation était terminée. « Je vous remercie, monseigneur. » Adélina se leva également, tenant le livre. « Je m'efforcerai de ne pas vous décevoir. » Il y eut un petit rire bref et sans joie. « Nous verrons. Tout le monde dit ça le premier jour. » Et puis il s'enfuit au milieu de la nuit, ne supportant plus ma compagnie. « Je ne m'enfuirai pas.
dit-elle doucement mais fermement. Il tourna la tête dans sa direction, et un instant, elle crut qu'il la voyait vraiment, non pas avec ses yeux, mais d'une autre manière, plus profonde. « Alors bienvenue à Ravensmoor, Miss Ashford, dit-il. J'espère que vous ne le regretterez pas. » Elle hocha la tête, bien qu'il ne pût le voir, et se dirigea vers la porte. Sa main était déjà sur la poignée quand il l'appela. « Miss Ashford. »« Oui, monseigneur ?»« Votre robe. Elle froufroute lorsque vous vous déplacez. De la mousseline, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, monseigneur. »« Bleu ?» Elle s'immobilisa. « Comment ?»« Oui, bleu clair. » Il sourit. Pour la première fois vraiment, bien que ce fût un sourire triste. La mousseline bleue a un son particulier, léger, presque immatériel, comme un murmure. Je m'en souviens. Il se détourna vers la cheminée. « Bonne nuit, Miss Ashford. »« Bonne nuit, monseigneur. » Elle sortit de la bibliothèque, referma doucement la porte derrière elle et s'y adossa, essayant de calmer les battements effrénés de son cœur. Mrs. Collins l'attendait dans le couloir, une bougie à la main. « Eh bien, » dit l'intendante avec surprise, « on dirait que vous lui avez plu. C'est une rareté. » Adelina ne répondit pas. Elle suivait Mrs. Collins dans les couloirs sombres du manoir. Mais ses pensées étaient encore là-bas, dans la bibliothèque, avec cet homme qui ne pouvait la voir, mais qui entendait le murmure de sa robe. Et cela l'effrayait plus qu'elle n'était prête à l'admettre. Adelina fut réveillée par la lumière qui filtrait à travers une fente dans les lourds rideaux. Pendant quelques instants, elle resta immobile, fixant le plafond inconnu orné de moulures, essayant de se souvenir où elle était. Puis la mémoire lui revint. Ravensmoor, la bibliothèque, le comte avec son regard vide et sa voix qui lui serrait le cœur. Elle s'assit sur le lit et regarda autour d'elle. La chambre était petite mais confortable, clairement pas destinée aux invités de marque, mais pas non plus une simple chambrette de bonne. Un lit à colonnes sculptées, une commode en bois sombre, une coiffeuse avec un miroir terni, un fauteuil près de la fenêtre. Sur le rebord de la fenêtre, un vase contenait des roses fanées. Quelqu'un avait tenté de rendre la pièce plus accueillante, mais avait oublié de changer l'eau. Adelina se leva, posant ses pieds nus sur le sol froid, et s'approcha de la fenêtre. Elle donnait sur un jardin à l'abandon, envahi par la végétation, mais encore magnifique. De vieux pommiers, des sciés de buis, des allées envahies par les herbes. Au loin, on devinait une serre aux vitres brisées. Tout ici semblait figé dans l'attente. L'attente de quoi? Que le conte redevienne comme avant, ou que tout tombe définitivement en ruine. Elle s'éloigna de la fenêtre et commença sa toilette matinale. Elle se lava le visage à l'eau froide d'une cruche, puis se brossa les cheveux, ce qui lui prit plus de temps qu'elle ne l'aurait souhaité. Ses cheveux avaient toujours été un problème. Pas simplement roux, mais d'un roux flamboyant, cuivré, couleur de feuilles d'automne, indiscipliné et bouclé. Enfant, les autres se moquaient d'elle, la traitant de Nequot, 647, on est de Clerquot, 648. Dans la bonne société, les cheveux roux étaient considérés comme vulgaires, peu aristocratiques. Les jeunes filles avec de tels cheveux faisaient rarement un bon mariage. Qui voudrait d'une épouse qui attire une attention non désirée? Adelina tenta de dompter ses boucles en un chignon modeste sur sa nuque. Mais quelques mèches rebelles s'échappèrent tout de même, encadrant son visage de douces volutes. Elle soupira en regardant son reflet dans le miroir terne. Son visage était ordinaire, ni une beauté, ni une laide. Ovale, avec des traits fins, une constellation de taches de rousseur sur le nez, et les joues qu'elle tentait en vain de dissimuler avec de la poudre de riz. Ses yeux étaient verts, parsemés d'étincelles dorées. La seule chose qu'elle aimait chez elle. Ses lèvres étaient pleines, mais elle s'efforçait de les garder pincées pour ne pas paraître trop quoi? Accessible, provocante, coteau C49. Mais pour une raison étrange, cette pensée ne la consolait pas.
Au contraire, elle provoquait un curieux sentiment de perte. Elle enfila une robe de batiste vert foncé à taille haute, stricte, fermée jusqu'aux clavicules, avec de longues manches. Par-dessus, elle jeta un châle crème en laine fine. Elle se regarda une dernière fois dans le miroir et hocha la tête. Convenable, modeste, appropriée pour une dame de compagnie. En descendant, elle découvrit que le petit déjeuner était déjà servi dans la salle à manger, mais pour une seule personne, Mrs. Collins surgit de nulle part, tel un fantôme. « Monseigneur déjeune dans ses appartements », expliqua-t-elle, ayant remarqué l'interrogation dans le regard d'Adelina. « Il n'aime pas la compagnie le matin. Vous mangerez ici, après le petit déjeuner. Rendez-vous à la bibliothèque. Il vous attend à 10 heures. » Adelina hocha la tête et s'assit à table. Le repas était simple. Porridge au miel, pain grillé, beurre, thé. Elle mangea lentement, essayant de calmer son anxiété. Aujourd'hui, son véritable travail commençait. Aujourd'hui, elle découvrirait qui était vraiment ce comte mystérieux qui entendait le murmure de sa robe. À 10 heures précises, elle frappa à la porte de la bibliothèque. Entrée. Le comte était assis dans le même fauteuil que la veille, mais il était habillé différemment. Une redingote bleu marine, un gilet gris, une chemise d'un blanc impeccable à col à eau. Ses cheveux étaient soigneusement peignés en arrière, et Adelina songea que son valet de chambre devait être un homme patient et habile. Tout dans son apparence témoignait d'un contrôle strict, d'une habitude de se maîtriser, même lorsque le monde autour avait cessé d'avoir un sens pour lui. « Bonjour, monseigneur », le salua-t-elle. « Bonjour, Miss Ashford. » Il inclina légèrement la tête dans sa direction. « Avez-vous bien dormi? Votre chambre vous convient-elle? » « Oui, je vous remercie. La chambre est parfaite. » « Ne mentez pas par politesse. Je sais que les chambres des dames de compagnie dans cette maison n'ont pas été rénovées depuis longtemps. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, des couvertures supplémentaires, des bougies, des livres pour votre lecture personnelle, demandez à Mrs. Collins. « Je vous remercie, » répéta-t-elle plus bas. Il fit un geste en direction du fauteuil près de la fenêtre. « Asseyez-vous. Aujourd'hui, nous continuerons, Milton. Vous vous êtes arrêté au 2e champ, si je ne m'abuse. »« Oui, monseigneur. » Elle s'installa dans le fauteuil, prit le livre sur la petite table et l'ouvrit à la bonne page. La lumière du matin inondait la fenêtre, et les lettres paraissaient nettes, comme si elles avaient été dessinées. Elle commença à lire. Sa voix était calme, mesurée, mais intérieurement, elle sentait une tension. Le comte écoutait en silence, adossé à son fauteuil, et elle ne pouvait savoir s'il l'écoutait vraiment ou s'il se contentait de tolérer sa présence. Mais de temps en temps, elle remarquait un coin de sa bouche tressaillir lorsqu'elle prononçait un vers particulièrement expressif, ou un léger hochement de tête en signe d'accord avec un passage du texte. 1 heure passa, puis une 2e. Sa voix commençait à fatiguer, mais elle ne s'arrêta pas. Elle lisait l'histoire des anges déchus, de la rébellion contre le Créateur, de l'orgueil et du désespoir, et il lui semblait que ces vers avaient quelque chose de personnel, quelque chose qui touchait le comte lui-même. « Assez ?» dit-il enfin, alors que le soleil était haut dans le ciel. « Votre gorge est fatiguée. Reposez-vous. »« Je peux continuer, » commença-t-elle, mais il leva la main. « J'entends quand une personne est fatiguée. Votre voix devient légèrement plus tendue, moins fluide. Ne discutez pas avec moi, Miss Ashford. » Elle ferma le livre et le posa sur ses genoux. Le silence s'installa dans la bibliothèque, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge sur la cheminée et le crépitement du feu. « Puis-je vous poser une question, monseigneur ?» demanda-t-elle prudemment. Il eut un petit rire. « Vous êtes audacieuse. D'habitude, les dames de compagnie tremblent de peur et n'osent pas ouvrir la bouche plus que nécessaire. Que voulez-vous savoir? Pourquoi Milton précisément? Pourquoi le paradis perdu? » Il garda le silence, et son visage refléta quelque chose qui ressemblait à de la surprise.
comme si personne ne lui avait jamais posé cette question. « Parce que je le comprends, » répondit-il enfin, « Satan, l'archange qui s'est rebellé contre la lumière et a été précipité dans les ténèbres. Son orgueil n'a pas été brisé, même par les tourments de l'enfer. Il a préféré régner en enfer que de servir au paradis. N'est-ce pas noble, à sa manière ?» Adélina fronça les sourcils, mais il a été puni pour son orgueil. Il a tout perdu, comme moi. Le comte prononça ces mots calmement, presque banalement, mais ils contenaient une telle douleur qu'Adélina sentit son cœur se serrer. « Vous n'avez pas tout perdu, » objecta-t-elle doucement. « Vous avez cette maison, votre nom, votre honneur. » L'honneur? Il éclata d'un rire bref et sans joie. « Savez-vous ce qu'on dit de moi à Londres? Pauvre Ravensmoor, un si brave officier, et maintenant un infirme, enfermé dans son domaine comme un reclus. Ils ont pitié de moi, Miss Ashford, et la pitié est pire que le mépris. Mais vous n'êtes pas un infirme. » Adélina serra les doigts sur le livre. « Vous ne voyez pas, c'est tout. Cela ne fait pas de vous un être faible. » Non, il se leva brusquement et fit quelques pas vers la fenêtre, frôlant l'accoudoir de son fauteuil. Adélina s'écarta instinctivement. « Je ne peux pas lire. Je ne peux pas voir le visage des gens. Je ne peux pas gérer mes domaines correctement. Je ne peux pas protéger ceux que j'aime. Je dépends des yeux des autres, des voix des autres, de la pitié des autres. Comment ne pas appeler cela de la faiblesse ?» Elle se leva, s'efforçant de respirer calmement. « Parce que la faiblesse, c'est quand on abandonne. Et vous n'avez pas abandonné. Vous êtes toujours là. Vous vous battez encore. » Il tourna son visage vers elle, et pour la première fois, elle vit quelque chose de vivant dans ses yeux. Non pas de la colère, ni du désespoir, mais de la surprise. « D'où vous vient cette audace, Miss Ashford? Vous me connaissez depuis un jour. Comment pouvez-vous me juger? » « Je ne juge pas, » répondit-elle fermement. « Je vois simplement ce que je vois. Un homme qui aurait abandonné ne se soucierait pas d'être vêtu de manière si impeccable. Il ne tiendrait pas sa maison en ordre. Il n'écouterait pas Milton, car il aurait cessé de chercher un sens à quoi que ce soit. Il resta silencieux, et elle vit sa mâchoire se contracter, ses mains se serrer en poing. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il tendit la main et toucha son visage. Adélina se figea. Ses doigts étaient en chaud, prudents. Ils glissèrent sur sa joue, effleurèrent son oreille, s'attardèrent sur une mèche de cheveux qui s'était échappée de sa coiffure. « Roux, » murmura-t-il. « Je m'en doutais. Votre voix, elle a quelque chose de fougueux, du tempérament, de la passion. De telles voix sont rares chez les blondes ou les brunes. » Son cœur battait si fort qu'elle craignit qu'il ne l'entende. Elle aurait dû reculer, lui rappeler les convenances, mais elle ne pouvait bouger. Son contact était à la fois effrayant et désiré. « Vous ne devriez pas les cacher, » ajouta-t-il en relâchant la mèche. « Les cheveux devraient en être libres, comme votre voix. » Il recula, et le charme fut rompu. Adélina inspira, comme si elle se réveillait d'un songe. « Pardonnez-moi, » dit le comte, et sa voix trahit un certain remords. « Je n'aurais pas dû, c'était déplacé. »« Non !» balbutia-t-elle, sentant la chaleur envahir son visage. « Enfin, si, c'est-à-dire, tout va bien, monseigneur. » Un silence gênant et lourd s'installa entre eux. Adélina ne savait que faire de ses mains, où poser son regard. Puis il eut un petit rire, presque enfantin. « Je vous ai troublé. Excusez-moi. J'ai oublié ce que c'est que d'être en société, surtout en compagnie d'une femme. »« Une femme ?» répéta-t-elle avant de pouvoir se retenir. Oui, il retourna à son fauteuil et s'y assit. « Ma tante ne compte pas. Elle ressemble plus à un commandant de régiment qu'à une dame du monde. Mais vous êtes différente.
Il y a quelque chose de doux dans votre voix, de vivant. J'avais oublié ce que c'était. Adélina se rassit lentement dans son fauteuil, sentant encore la chaleur de ses doigts sur sa joue. Étiez-vous proche de quelqu'un? Avant la guerre? Demanda-t-elle, incapable de se retenir. Il se figea, et elle craignit d'être allée trop loin. Mais il répondit, lentement, prudemment, comme si chaque mot lui faisait mal. Il y avait une jeune femme, Lady Elizabeth. Nous étions fiancés, officieusement. Tout devait être annoncé à mon retour de la guerre. Il se tut, ses doigts crispés sur l'accoudoir du fauteuil. Mais je ne suis pas revenu celui que j'étais en partant. Et elle n'a pas pu. Elle n'a pas voulu lier sa vie à un aveugle. Elle a rompu les fiançailles 1 semaine après mon retour. Elle a épousé un de mes amis 3 mois plus tard. Adélina sentit la colère monter en elle, vive et brûlante. Elle ne vous méritait pas, dit-elle, avant d'avoir eu le temps de réfléchir. Il tourna la tête dans sa direction, et un sourire triste mais sincère se dessina sur ses lèvres. Vous croyez? Et moi qui pensais que c'était moi qui ne la méritais pas. Non. Adélina secoua la tête, oubliant qu'il ne la voyait pas. L'amour n'est pas une transaction, pas un calcul d'intérêt. Si elle vous aimait vraiment, elle serait restée. Peu importe ce qui était arrivé. Vraiment, répéta-t-il songeur. Qu'est-ce que cela signifie, Miss Ashford? Avez-vous déjà aimé vraiment? La question la prit au dépourvu. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots restèrent-ils coincés dans sa gorge. Avait-elle aimé? Il y avait eu des engouements, des rêves. À 16 ans, elle était amoureuse du fils du châtelain local, un jeune homme aux boucles d'or et au rire cristallin. Il ne la remarquait pas. À 20 ans, il y avait eu le vicaire, jeune, bon, avec des yeux intelligents. Il était fiancé à la fille de l'évêque. Puis, plus personne. Seulement le travail, les errances sans fin, la solitude. Non, répondit-elle honnêtement. Je n'ai pas aimé. Pas vraiment. Alors, comment savez-vous que l'amour doit perdurer, quoi qu'il arrive? Grâce aux livres, avoua-t-elle avec un léger sourire. Aux poèmes, aux histoires que j'ai lues. Il se mit à rire, un vrai rire. Si inattendu qu'Adélina sursauta. Vous êtes une romantique, Miss Ashford. C'est une qualité dangereuse. Pourquoi dangereuse? Parce que les romantiques sont toujours déçus par la réalité. Elle voulut protester, mais se tut. Peut-être avait-il raison. Peut-être était-elle vraiment une sotte naïve, croyant en des choses qui n'existaient pas. L'horloge sonna midi et le comte se leva. Allez, déjeunez. Vous reviendrez ce soir, après le dîner. Oui, monseigneur. Elle se leva, prit le livre pour le remettre à sa place, mais il l'arrêta. Laissez-le. Je veux le tenir. Sentir les pages. Parfois, j'ai l'impression que si je tiens un livre assez longtemps, les mots s'imprégneront dans mes doigts et je pourrai lire à nouveau. Adélina posa le livre sur la petite table, à côté de son fauteuil. Leurs mains se touchèrent de nouveau, brièvement, accidentellement, et cette fois, elle ne retira pas la sienne. « Vous le pourrez » dit-elle doucement. « Vous lisez simplement d'une autre manière maintenant, à travers moi. » Il ne répondit rien, mais quelque chose sur son visage changea, s'adoucit. Adélina sortit de la bibliothèque, sentant ses mains trembler. Dans le couloir, elle s'adossa au mur, fermant les yeux. Que lui arrivait-il? Pourquoi un simple contact de sa part avait-il fait battre son cœur, comme si elle avait couru 1 mile? Pourquoi sa voix, ses mots, sa présence avaient-ils envahi toute sa conscience en une seule journée? N'y pense pas, s'ordonna-t-elle. C'est un conte. Tu es une dame de compagnie. Un abîme vous sépare, infranchissable. Et même si ce n'était pas le cas, il est aveugle. Il ne te voit pas. Et s'il te voyait un jour, il comprendrait à quel point tu es ordinaire. Une fille rousse avec des taches de rousseur, vêtue de robes usées. Et alors,
tout serait fini. Mais pour une raison étrange, cette pensée lui faisait mal, comme si quelque chose d'important avait déjà commencé, quelque chose qui était destiné à se briser en 1000 morceaux. Les jours à Ravensmoor s'écoulèrent, réguliers comme le sable dans un sablier. Le matin, lecture dans la bibliothèque. L'après-midi, temps libre qu'Adelina passait dans sa chambre à repriser ses robes, à relire de vieilles lettres de son père, ou simplement à regarder par la fenêtre le jardin à l'abandon. Le soir, de nouveau la lecture, à la lueur des bougies, tandis que l'obscurité s'épaississait au dehors et que le monde se réduisait à 2 fauteuils, un feu dans la cheminée et une voix s'élevant dans le silence. Une semaine passa, puis une deuxième. Adelina s'habituait peu à peu au rythme de vie de ce sombre manoir, à ses planchers qui craquaient, à ses lourds rideaux rarement ouverts, à ces domestiques silencieux qui apparaissaient et disparaissaient comme des fantômes. Elle s'habituait à Mrs. Collins avec son visage sévère et ses manifestations inattendues d'attention, un oreiller regonflé en son absence, de l'eau fraîche parfumée à la menthe dans sa cruche. Mais surtout, elle s'habituait à lui, au comte de Ravensmoor, à Alexander comme elle l'appelait dans ses pensées, bien qu'elle n'eût jamais osé le prononcer à voix haute. Elle le reconnaissait au bruit, à ses pas dans le couloir, ferme et assuré, au léger tapotement de la canne qu'il utilisait parfois dans les pièces inconnues, au bruissement des pages quand il passait ses doigts sur les livres. Elle devinait son humeur à sa voix. Quand il était sombre, ses mots étaient brefs, secs. Quand il était songeur, lents, avec de longues pauses. Quand il était presque heureux, avec un léger sourire ironique, comme s'il ne croyait pas lui-même à la possibilité du bonheur. Et il la reconnaissait, elle, au froufroutement de ses robes, à ses pas, à sa respiration. Un jour, alors qu'elle était entrée dans la bibliothèque particulièrement silencieusement, il dit, sans se retourner, « Vous êtes en marron aujourd'hui, de la soie. » »« Non, du taffetas, et il bruise différemment. » Elle s'arrêta sur le seuil, stupéfaite. « Comment ?»« J'écoute, Miss Ashford. C'est tout ce qui me reste. » Il se tourna vers elle, un sourire jouant sur ses lèvres. De plus, le taffetas marron sent la lavande. « Vous avez gardé cette robe dans un coffre avec des sachets parfumés, n'est-ce pas ?»« Oui, » avoua-t-elle, impressionnée par son sens de l'observation. « C'est ma seule robe de sortie. Je l'ai mise parce que c'est dimanche. » Dimanche. Il prononça ce mot comme s'il avait perdu tout son sens. « Voulez-vous aller à l'église ? » Je ne sais pas si j'en ai le droit. » Vous avez le droit de faire tout ce qui n'interfère pas avec nos séances. Si vous voulez aller à l'église du village, demandez la voiture. Mrs. Collins s'en chargera. Adelina secoua la tête, bien qu'il ne vît pas son geste. Non, merci. Je voulais juste me sentir un peu en fête, au moins pour une journée. Il se tut et elle vit son visage s'assombrir. La vie ici est difficile pour vous. Ce n'était pas une question. Cette maison est trop lugubre pour une jeune femme ? Non, protesta-t-elle vivement. Je ne me plains pas, monseigneur. J'ai un toit, de la nourriture, un travail. C'est plus que beaucoup de gens. Mais moins que ce que vous méritez. Ces mots furent à prononcer si bas qu'elle ne fut pas sûre de les avoir bien entendus. Mais avant qu'elle s'ait pu demander, il désigna déjà le fauteuil. Asseyez-vous. Aujourd'hui, nous terminons Milton et commençons autre chose. Avez-vous lu Shakespeare ? Bien sûr. Bien. Alors, Côte de Hasse. 4e étagère à gauche, reliure rouge avec des dorures. Elle trouva le livre et retourna à son fauteuil. Le taffetas marron bruissait effectivement plus fort que la mousseline ou la batiste. Et elle songea malgré elle qu'il avait raison. Chaque tissu avait sa propre voix. Elle s'assit,
lissa sa jupe et ouvrit le livre. Code 205, répéta-t-elle. Pourquoi cette pièce en particulier? Parce qu'il y a Prospero, répondit-il. Le duc exilé qui a tout perdu et a trouvé refuge dans les livres et la magie. Cela ne vous rappelle personne. Mais Prospero n'était pas aveugle, remarqua-t-elle. Et il maîtrisait la magie. Il commandait à la tempête, aux esprits, au destin des hommes. Et moi je ne commande qu'à moi-même, sourit le comte. Et encore, pas toujours avec succès. Commencez, Miss Ashford. Voyons si vous pouvez jouer Miranda aussi bien que Satan. Elle lut, se plongeant dans le monde de l'île, de la magie, de la tempête et de l'amour. Sa voix changeait lorsqu'elle passait d'un personnage à l'autre. Grave pour Prospero, légère pour Ariel, tendre pour Miranda. Le comte écoutait, adossé à son fauteuil, et elle remarquait parfois ses lèvres répéter silencieusement des vers familiers. Quand elle arriva à la scène où Miranda voit Ferdinand pour la première fois et s'exclame « Ô merveilleux nouveau monde, qui compte de tels êtres !» Le comte leva soudain la main. « Arrêtez !» Elle se tut, le regardant avec surprise. « Vous y croyez, vous ?» demanda-t-il. « Au coup de foudre ? Au fait qu'on puisse voir une personne et savoir immédiatement quel est votre destin ?» Adelina réfléchit, posant le livre. « Je ne sais pas. Miranda n'avait jamais vu d'autre homme que son père. Pour elle, Ferdinand est le premier. Peut-être est-elle tombée amoureuse non pas de lui, mais de la nouveauté elle-même, de la possibilité de quelque chose de beau. » Sage réponse, acquiesça-t-il. Vous ne croyez donc pas au coup de foudre? Je crois au coup de foudre des mots, dit-elle doucement, avant de pouvoir se retenir. Il se tourna vers elle, et un intérêt brilla dans ses yeux aveugles. Des mots? Expliquez-vous. Adelina sentit le rouge lui monter au visage. Pourquoi avait-elle dit cela? Pourquoi s'était-elle ouverte? Les mots te révèlent l'âme d'une personne, dit-elle prudemment. On peut être beau à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Et on peut être ordinaire, mais quand on parle, on dévoile tout un monde. Et c'est de ce monde-là qu'on peut tomber amoureux. Un silence, long, dense, plein de non-dits. Puis le comte se leva lentement et s'approcha de la fenêtre. Il lui tourna le dos, posa une main sur le rebord, sa silhouette se découpant en ombre nette sur la lumière grise de l'automne. « Les mots, donc, répéta-t-il. Pas le visage, pas la beauté, pas la richesse, seulement les mots. Oui. Alors dites-moi, Miss Ashford. » Il ne se retournait pas, et sa voix était tendue. « Comment suis-je à en juger par mes mots? Qui suis-je pour vous ?» Elle serra le livre dans ses mains, sentant son cœur battre à tout rompre. C'était un piège, elle le sentait. Mais lequel et pourquoi? Vous êtes... Elle choisit ses mots avec précaution, comme si elle marchait sur une glace fine. Vous êtes un homme qui souffre, mais qui ne le montre pas, qui est en colère contre le monde, mais encore plus contre lui-même, qui cherche un sens dans les livres parce qu'il ne le trouve pas dans la réalité, qui a peur de s'attacher parce qu'il a déjà perdu ceux qui comptaient pour lui. Elle se tut, craignant d'être allée trop loin. Mais il ne l'interrompit pas, ne se mit pas en colère. « Continuez, » dit-il doucement. « Et vous êtes aussi plus gentil que vous ne voulez le paraître. Vous vous souciez de ceux qui vous entourent, même si vous le cachez derrière une froideur. Vous avez remarqué que je me fatiguais en lisant. Vous m'avez proposé la voiture pour l'église. Vous n'êtes pas celui que vous croyez être. » Il se retourna brusquement, et elle vit la tension dans chaque ligne de son corps. « Vous voyez trop de choses, Miss Ashford. C'est dangereux. Dangereux pour qui? Pour vous. » Il fit un pas vers elle, puis un autre, et Adelina comprit qu'elle devait se lever, garder ses distances, mais elle ne pouvait bouger. Il s'arrêta tout près.
si près qu'elle sentait la chaleur de son corps, l'odeur de son maillot de Cologne, quelque chose de boisé avec des notes de santal et de fumée. « Vous ne me connaissez pas, dit-il à voix basse. Vous ne savez pas ce que j'ai fait, qui j'étais. Combien de personnes sont mortes par ma faute à la guerre? Combien de décisions j'ai prises qui ont conduit à la mort d'innocents? C'était la guerre, objecta-t-elle. Vous faisiez votre devoir. Le devoir, ricana-t-il amèrement. Savez-vous comment j'ai perdu la vue? Nous prenions d'assaut un fort. J'ai donné l'ordre d'avancer, bien que les éclaireurs aient prévenu d'une embuscade. Mais je n'ai pas écouté. J'étais trop sûr de moi, trop orgueilleux. Et mes hommes sont tombés sous le feu. J'ai essayé de tirer un soldat blessé, et un obus a explosé. Un éclat m'a atteint au visage. Quand je me suis réveillé, je ne voyais plus rien. Et j'ai compris que 23 hommes étaient morts à cause de mon orgueil. Sa voix tremblait, et Adélina vit sa mâchoire se contracter, les jointures de ses doigts se blanchir. « Vous en avez sauvé un, dit-elle doucement. Ce soldat. 1 contre 23. Un bel échange, n'est-ce pas? » Le sarcasme dans sa voix était tranchant comme un rasoir. Adélina se leva, le livre glissant de ses mains et tombant sur le sol avec un bruit sourd. Elle s'approcha de lui, si près qu'elle touchait presque sa poitrine, et leva la main. Elle hésita. Oserait-elle? Puis elle toucha sa joue, doucement, à peine, comme si elle craignait qu'il ne la repousse ou ne se désagrège comme un fantôme. Il tressaillit, mais ne recula pas. « Vous avez fait une erreur, » murmura-t-elle. « Mais cela ne fait pas de vous un monstre. Cela fait de vous un homme. Et le fait que vous souffriez, que vous vous souveniez de chaque nom, de chaque visage, cela signifie que vous avez une conscience. Et les monstres n'en ont pas. » Sa main recouvrit la sienne sur sa joue, grande, chaude, rugueuse. Il tenait sa paume comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. « D'où venez-vous » demanda-t-il d'une voix rauque. « D'où vous viennent ces mots, cette foi en l'humanité ?»« Des livres, » répondit-elle avec un sourire tremblant. « Vous vous souvenez? Je suis une romantique, c'est dangereux. » Il se mit à rire, un rire bas, presque silencieux, mais qui contenait quelque chose de chaud, de vivant. Dangereux pour nous deux, apparemment. Ils restèrent ainsi quelques instants, trop proches, trop à découvert. Et Adélina savait qu'elle devait reculer, se souvenir des convenances, de l'abîme qui séparait un comte d'une dame de compagnie. Mais elle ne pouvait pas, elle ne le voulait pas. Un coup à la porte brisa le charme. Ils s'écartèrent l'un de l'autre comme s'ils s'étaient brûlés. Adélina recula vers la fenêtre, essayant de calmer sa respiration. Le comte se redressa, redevenant froid, distant. « Entrez » ordonna-t-il. La porte s'ouvrit et Mrs. Collins apparut sur le seuil. « Pardon, monseigneur, Lady Margaret est arrivée. Elle vous attend au salon. » Le comte fronça les sourcils. « Ma tante. » Elle n'avait pas annoncé sa visite. « Elle a dit que c'était urgent, monseigneur. » Il hocha la tête, et l'intendante disparut aussi silencieusement qu'elle était apparue. Le comte se tourna vers Adélina. « Venez. Ma tante voudra vous voir. Vous êtes, après tout, sa protégée. » Adélina ramassa le livre sur le sol, le posa sur la table et le suivit. Ils marchèrent en silence dans les couloirs, et elle remarqua avec quelle assurance il se déplaçait, n'ayant presque pas besoin de sa canne. Il connaissait vraiment cette maison par cœur, chaque tournant, chaque marche. Dans le salon, les attendait une femme d'une 60aine d'années, grande, droite comme un i, vêtue d'une robe bordeaux foncé à volants rigides et d'un col de dentelle blanche. Ses cheveux, gris parsemés de mèches blanches, étaient relevés en un chignon sévère. Son visage était volontaire, avec un menton pointu et des yeux gris perçants qui se fixèrent immédiatement sur Adélina. « Alexander, » dit-elle en guise de salut, « tu n'écris pas. Tu ne réponds pas à mes lettres. J'ai dû venir moi-même pour m'assurer que tu étais encore en vie. »
Bonjour, tante Margaret, soupira le comte. Comme tu le vois, je suis en vie. Mieux encore, je prospère. Ne sois pas ironique avec moi, jeune homme. Elle frappa le sol de sa canne. Et qui est-ce ça? Miss Adelina Ashford, présenta le comte. La dame de compagnie que tu m'as imposée. Imposée? Je t'ai sauvé de la solitude et de l'ennui. Lady Margaret toisa Adelina d'un regard évaluateur, et celle-ci se sentit rapetissée, devenir insignifiante sous ce regard. Approche, mon enfant, laisse-moi te regarder. Adelina s'approcha, essayant de cacher son trouble. Lady Margaret l'examina longuement, d'un air critique. De ses cheveux roux, d'où s'échappait une nouvelle mèche, à sa robe de taffetas marron qui, à la lumière du jour, semblait usée et démodée. Rousse, constata Lady Margaret, et avec des taches de rousseur. Eh bien, peu importe. Comment se comporte-t-il avec toi? La question était si directe qu'Adelina fut décontenancée. Je ne comprends pas, Lady Margaret. Ne fais pas l'idiote, ça ne te va pas. Est-il brutal avec toi? Te chasse-t-il? T'ignore-t-il? Non. Adelina secoua la tête. Monseigneur est très aimable. Il écoute attentivement. Il écoute attentivement, ricana Lady Margaret. Mon Dieu. Alexander, serais-tu amoureux? Tante. Le comte se redressa, son visage se durcissant. C'est inconvenant. Ce qui est inconvenant, c'est de t'enfermer dans ce caveau lugubre et de pourrir sur pied. Je me fiche des convenances. Je veux savoir si cette jeune fille t'a l'aidé, ne serait-ce qu'un peu. Elle, le comte se tut, cherchant ses mots. Elle lit bien. Et elle ne m'irrite pas. C'est déjà un exploit. Elle ne t'irrite pas, renifla Lady Margaret. C'est donc un progrès. Bien. Mon enfant, va-t'en. Je dois parler à mon neveu en privé. Adelina regarda le comte cherchant un signe, mais son visage était impénétrable. Elle hocha la tête et sortit du salon, refermant la porte derrière elle. Mais elle ne partit pas. Elle resta dans le couloir, l'oreille collée à la porte, se détestant pour cela, mais incapable de s'éloigner. « Elle te plaît », entendit-elle la voix de Lady Margaret, étouffée mais distincte. « Ce ne sont pas tes affaires. » Bien sûr que si, tu es mon neveu, le seul héritier des Grayson. Et tu pourris ici, en renonçant à la vie. Et cette fille, je vois comment tu t'es tourné vers elle quand elle s'est sortie. Tu sens sa présence. J'entends ses pas. C'est tout. Ne me mens pas, Alexander, je te connais depuis que tu es en Lange. Tu t'es attaché à elle, c'est bien. Peut-être te ramènera-t-elle à la vie. Ou me brisera-t-elle définitivement quand elle saura la vérité. Quelle vérité? Que je ne peux rien lui offrir. Ni avenir, ni espoir. Je suis un infirme aveugle avec un passé plein de sang. Elle mérite mieux. Et si elle ne voulait pas mieux? Si elle te voulait, toi? Une longue pause. Alors elle est plus sotte que je ne le pensais. Adelina s'écarta de la porte, sentant les larmes lui brûler les yeux. Elle courut presque dans le couloir, monta les escaliers jusqu'à sa chambre, claqua la porte et s'y adossa, le souffle court. Infirme. Ne peut rien lui offrir. Elle mérite mieux. Ces mots la brûlaient, mais pas comme ils auraient dû, car ils ne contenaient aucun dégoût pour elle. Ils contenaient de la douleur pour elle. Et c'était pire. Elle s'approcha du miroir et regarda son reflet. Ses cheveux roux étaient en désordre. Plusieurs mèches s'étaient échappées du chignon. Des taches de rousseur, comme toujours, parsemaient son nez. Ses yeux verts brillaient de larmes contenues. Sa robe marron lui allait bien, mais elle était vieille, démodée. Que ton 53. Mais elle ne se sentait pas stupide. Elle se sentait vivante, pour la première fois depuis des années, vraiment vivante.
Et c'était ce qui l'effrayait le plus. 3 jours s'étaient écoulés depuis la visite de Lady Margaret, et Adelina s'efforçait de garder ses distances avec le comte, autant que le permettait sa fonction de dame de compagnie, qui devait lui faire la lecture 2 fois par jour. Elle arrivait à la bibliothèque à l'heure précise, lisait d'une voix mesurée et impeccable, mais ne posait plus de questions. Elle n'engageait plus la conversation. Elle ne se permettait plus ces discussions franches qui étaient devenues une habitude. Elle était polie, froide, correcte. Et il l'avait remarqué. « Vous m'évitez », dit le comte le jeudi soir, alors qu'elle venait de terminer un chapitre de Qui, Quote 3-4. Adelina se figea, sans lever les yeux de son livre. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, monseigneur. Je suis là, je lis, comme il se doit. »« Vous lisez comme un automate, » rétorqua-t-il sèchement, sans sentiment, sans âme, comme si c'était une corvée à accomplir. Que s'est-il passé? Il ne s'est rien passé. Vous mentez? Elle leva enfin les yeux et le vit, assis, tendu, les mains crispées sur les accoudoirs de son fauteuil. Son visage était dur. Des plis amers marquaient les coins de sa bouche. « Est-ce à cause de ma tante? Vous a-t-elle dit quelque chose ?» Sa voix trahissait une inquiétude. Elle peut être brusque, mais ne prenez pas ses paroles à cœur. « Lady Margaret a été très aimable avec moi, » répondit Adelina doucement. Techniquement, ce n'était pas un mensonge. Alors quoi? Elle ne pouvait pas dire la vérité. Elle ne pouvait pas avouer qu'elle avait surpris leur conversation, que les mots infirmes ne peut rien lui offrir s'étaient plantés dans son cœur comme des échardes. Elle ne pouvait pas avouer qu'elle essayait de se protéger de la seule manière qu'elle connaissait, par la distance. J'ai simplement... Je me suis souvenu de ma place, monseigneur, dit-elle enfin. Je suis une dame de compagnie. Mon travail est de vous lire, pas d'avoir des conversations personnelles, pas de franchir les limites. Son visage s'assombrit. Les limites? Quelles limites? Qui a établi ces règles? La société, les convenances, le bon sens. Au diable la société, jura-t-il, et Adelina sursauta, surprise. Il ne s'était jamais permis un tel langage en sa présence. Au diable les convenances. Je n'ai pas besoin de lectures impersonnelles. J'ai besoin de vous, de vos pensées, de vos mots, de votre présence réelle, vivante, pas de ce masque froid que vous portez depuis 3 jours. Le cœur d'Adelina s'emballa, mais elle se força à rester calme. Vous ne me connaissez pas, monseigneur, vous ne me voyez pas. Vous n'entendez qu'une voix. Et en quoi est-ce un mal? Il se leva brusquement et fit un pas vers elle. La voix ne ment pas. Un visage peut être beau mais faux, mais la voix révèle la vérité. Votre voix tremble quand vous êtes ému. Elle devient plus profonde quand vous lisez un passage sur l'amour. Elle sonne triste quand vous pensez que je n'écoute pas. Et en ce moment, elle sonne effrayée. Pourquoi, Miss Ashford? De quoi avez-vous peur? De vous, lui échappa-t-il avant qu'elle ait pu se retenir. Il s'immobilisa. De moi? Pas de vous, se reprit-elle vivement. De ce que vous me faites ressentir, de ce que vous dites, de ce qui se passe entre nous. Et que se passe-t-il? Elle se leva, laissant tomber son livre pour la 2e fois en quelques semaines, et recula vers la fenêtre. Elle avait besoin d'air, d'espace, de n'importe quoi pour ne pas être si proche de lui. « Il ne se passe rien, » dit-elle fermement. « Rien ne peut se passer. Vous êtes un comte. Je suis une dame de compagnie. C'est tout ce qu'il y a et tout ce qu'il pourra jamais y avoir. » Pourquoi? Parce que le monde est ainsi fait. Mon monde s'est effondré le jour où un éclat d'obus m'a défiguré, dit-il doucement. Et ces mots contenaient une telle douleur qu'Adelina sentit son cœur se serrer.
Toutes les règles, toutes les conventions ont cessé d'avoir de l'importance. Je ne peux plus jouer selon les règles de la société, parce que la société m'a rejeté. Alors pourquoi devrais-je prétendre que ces règles existent encore? Mais elles existent pour moi, répondit-elle, la voix tremblante. Je ne peux pas me permettre de les oublier. Je n'ai ni votre nom, ni votre titre, ni votre fortune. Tout ce que j'ai, c'est ma réputation. Et si je la perds, je ne vous laisserai pas la perdre, l'interrompit-il. Vous ne pouvez pas contrôler cela. Un mot imprudent, un regard, et les rumeurs commenceront. Et pour une femme dans ma position, les rumeurs signifient la fin. Personne ne m'engagera plus. Personne ne m'ouvrira sa porte. Il resta silencieux, et elle vit les muscles de sa mâchoire se contracter, ses poings se serrer et se desserrer. Vous voulez donc que nous revenions à la formalité? Que je vous traite comme un meuble qui lit à voix haute? Oui, se força-t-elle à dire, bien que chaque lettre lui fît mal. Non, trancha-t-il, je ne peux pas. J'ai essayé. Ces 3 derniers jours, j'ai essayé d'accepter votre froideur, votre distance. C'était pire que la solitude, parce que vous étiez là, mais inaccessible, comme si un mur s'était dressé entre nous. Ce mur doit être là. Moashki, oui. Pourquoi êtes-vous si têtu? Il fit un autre pas vers elle, et il ne restait plus qu'un très petit espace entre eux. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement être vous-même? Parce que j'ai peur, cria-t-elle, et les larmes jaillirent enfin, ces larmes qu'elle retenait depuis 3 jours. J'ai peur de m'attacher à vous. J'ai peur de croire qu'il puisse y avoir quelque chose de réel entre nous. J'ai peur qu'un jour, vous recouvriez la vue, et je sais que les médecins font parfois des miracles, et que vous me voyez. Que vous voyez qui je suis vraiment. Ordinaire, avec des cheveux roux que tout le monde trouve vulgaires, avec des taches de rousseur dont on ne peut se débarrasser, vêtu de robes usées. Et alors vous comprendrez que vous vous êtes trompé, que je ne vaux pas votre attention. Il écoutait en silence, son visage impénétrable. Quand elle se tut, suffoquant de sanglots, il leva lentement les mains. « Venez à moi, dit-il doucement. Monseigneur, s'il vous plaît. » Elle ne pouvait refuser quand il parlait ainsi. Elle fit quelques pas hésitants, et ses mains trouvèrent son visage, doucement, délicatement, comme si elle était de porcelaine fragile. Ses doigts glissèrent sur ses joues, essuyant ses larmes, puis sur son nez, où se trouvaient les taches de rousseur, sur ses sourcils, sur la ligne de sa mâchoire, sur ses lèvres, et elle sentit un frisson la parcourir à ce contact. « Je vous vois, » murmura-t-il. « Peut-être pas avec mes yeux, mais je vous vois. Je vois chacun de vos traits dans mon imagination. Je vois comment vous froncez les sourcils quand vous lisez un passage difficile. Comment vous souriez quand quelque chose de joyeux se produit dans un livre. Comment vous penchez la tête quand vous réfléchissez. » Ses mains se déplacèrent vers ses cheveux. Il trouva les épingles qui maintenaient son chignon et les retira une par une. Ses cheveux se déversèrent sur ses épaules en lourdes vagues cuivrées, et il y passa les doigts, lentement, avec révérence. « Les cheveux roux, c'est le feu, dit-il. La passion, la vie. Comment peut-on les trouver vulgaires? Ils sont magnifiques. Vous êtes magnifique. Vous ne savez pas, je sais, l'interrompit-il. Je sais tout ce que j'ai besoin de savoir. Je sais que vous êtes bonne, parce que vous me lisez, même si je suis brutale et insupportable. Je sais que vous êtes intelligente, parce que vous comprenez ce que vous lisez et n'avez pas peur de donner votre avis. Je sais que vous êtes forte, parce que vous n'avez pas fui comme toutes les autres. Et je sais que vous êtes magnifique, parce que votre voix est le plus beau son de mon univers. » Adélina ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus penser. Le monde entier s'était réduit à ses mains dans ses cheveux, à son souffle sur son visage, à ses mots qui brisaient toutes ses défenses. « Et si vous recouvriez la vue ?» murmura-t-elle.
Et si vous étiez déçu? Alors je serais un imbécile aveugle, répondit-il avec un léger sourire. Mais je ne recouvrerai pas la vue, Miss Ashford. L'éclat a endommagé les nerfs. Les médecins ont dit que c'était permanent. Et vous savez quoi? En ce moment, j'en suis presque heureux. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Parce que si je voyais, j'aurais immédiatement remarqué votre robe, la couleur de vos cheveux, votre apparence. Et peut-être n'aurais-je pas entendu votre voix. Je ne vous aurais pas connu vraiment. Alors que maintenant, je vous connais tel que vous êtes à l'intérieur. Et c'est plus important que n'importe quelle beauté extérieure. Les larmes coulèrent de nouveau sur ses joues, mais c'étaient des larmes différentes, non de peur ou de douleur, mais de quelque chose qui ressemblait au bonheur. « Je ne sais pas quoi faire, avoua-t-elle. Je n'ai jamais ressenti une telle chose. Moi non plus. » Ses mains descendirent sur ses épaules, fermes, rassurantes. Depuis mon retour de la guerre, je me sentais mort. Je fonctionnais, mais je ne vivais pas. Et puis vous êtes arrivé. Et votre voix m'a ramené à la vie, m'a fait ressentir à nouveau. Monseigneur, Alexander, la corrigea-t-il. Quand nous sommes seuls, appelez-moi Alexander. Je ne peux pas, protesta-t-elle faiblement. C'est inconvenant. Je me fiche des convenances. Je veux vous entendre prononcer mon nom. Elle déglutit, sentant sa gorge se nouer d'émotion. Alexander, murmura-t-elle. Et ce nom sur ses lèvres sonna comme une prière, un aveu, une promesse. Il sourit, un vrai sourire, et elle vit quel homme il avait pu être avant la guerre. Jeune, insouciant, heureux. Encore une fois. Alexander. Il l'attira plus près, et elle enfouit son visage dans sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. Il battait aussi vite que le sien. Ses bras l'entouraient, et dans ses têtes étreintes, il n'y avait rien d'inconvenant, seulement de la chaleur, du réconfort, le sentiment d'avoir enfin trouvé un endroit où l'on est accepté tel que l'on est. Ils restèrent ainsi longtemps, 1 minute, peut-être 2, peut-être une éternité. Et Adelina sentit quelque chose changer en elle. Les murs qu'elle avait érigés toute sa vie s'effondraient. La peur reculait. Il ne restait que cela. Sa chaleur, son souffle, sa proximité. Un coup à la porte brisa de nouveau l'instant. Ils s'écartèrent tous l'un de l'autre, lentement, à contre-cœur. Adelina essuya rapidement ses larmes et tenta de remettre de l'ordre dans ses cheveux. Mais les épingles étaient éparpillées sur le sol, et elle ne put que rejeter ses boucles en arrière, se sentant débraillée et inconvenante. « Entrez !» autorisa Alexander, la voix tendue. La porte s'ouvrit, et un homme âgé en livrée de majordome apparut sur le seuil. « Pardon, monseigneur, vous avez un visiteur, monsieur James Carlyle. » Adelina sentit Alexander se raidir à côté d'elle. « James ?» répéta-t-il, et sa voix trahissait quelque chose qui ressemblait à de l'incrédulité. « Il est ici ?» ?»« Oui, monseigneur. Il attend dans le hall. » Alexander passa une main sur son visage, et Adelina vit différentes émotions se succéder sur ses traits. La surprise, la méfiance, et autre chose qu'elle ne put déchiffrer. « Bien, je vais le recevoir. » Il se tourna vers Adelina. « Miss Ashford, vous êtes libre pour aujourd'hui. Nous continuerons demain. »« Oui, monseigneur, » acquiesça-t-elle, bien qu'il ne la vît pas, et se dirigea précipitamment vers la porte. « Miss Ashford » l'appela-t-il alors qu'elle était presque sortie. « Oui, vous avez oublié vos épingles. Je vous en prie, ne vous promenez pas ainsi dans la maison. Les domestiques pourraient y mal interpréter. » Elle sentit le rouge lui monter au visage. Elle se pencha rapidement, ramassa les épingles et tenta de fixer ses cheveux tant bien que mal. Le résultat n'était pas fameux, mais au moins explicite. « Bonne nuit, Alexander, » dit-elle doucement, profitant du départ du majordome. Elle vit ses lèvres esquisser un sourire.
Bonne nuit, Adélina. Il l'avait appelée par son prénom, pour la première fois, et son cœur fit un bond étrange dans sa poitrine. Elle quitta la bibliothèque et se dirigea vers l'escalier, mais la curiosité l'emporta. Qui était ce James Carlyle? Pourquoi sa visite avait-elle provoqué une telle réaction chez Alexander? S'arrêtant dans l'ombre d'une colonne, elle vit Alexander descendre dans le hall. À côté de lui se tenait un homme grand, bien bâti, aux cheveux blonds et aux traits réguliers. Il était impeccablement vêtu. Un frac sombre, un gilet gris, une cravate d'un blanc immaculé. Mais ce qui frappa le plus Adélina, c'était l'expression de son visage. Un mélange de culpabilité et d'espoir. « Alex », commença-t-il d'une voix hésitante, « je sais que tu ne m'attendais pas. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander pardon. Mais je devais venir. Je devais essayer. Pourquoi étais-tu ici, James ?» La voix d'Alexander était froide comme la glace. « N'es-tu pas occupé avec ta nouvelle femme ?» Adélina se figea. Sa nouvelle femme, c'était cet ami, celui qui avait épousé l'ancienne fiancée d'Alexander. « Elisabeth n'est plus ma femme, » dit James doucement. « Nous avons divorcé il y a 3 mois. » Un silence. Long, lourd. « Divorcé », répéta enfin Alexander. « Pourquoi ? » « Parce que j'ai compris que nous avions tous les deux commis une erreur. Elle ne m'a pas épousé par amour. Et moi, je l'ai épousée parce que je voulais oublier. Oublier que je t'avais trahi. Oublier que je t'avais regardé souffrir sans te tendre la main. Tu lui as demandé sa main 3 mois après qu'elle m'a rejeté. La douleur perçait dans la voix d'Alexander, brute, non cicatrisée. 3 mois, James, tu étais mon ami, mon frère d'armes. Et tu... Je sais. James fit un pas en avant. Je sais que j'ai commis l'impardonnable, mais je ne suis pas venu pour demander pardon. Je suis venu pour te dire que j'avais eu tort. Que tu étais le meilleur d'entre nous. Que la perte de ton amitié est le châtiment que je porte chaque jour. Alexander restait immobile. Et Adélina voyait la tension dans ses épaules, ses poings serrés. « Va-t'en, James, dit-il enfin. Tu n'as rien à faire ici. » Alex dit « Va-t'en !» La voix d'Alexander claqua, et l'écho résonna dans les murs du hall. James s'immobilisa, puis hocha lentement la tête. « Comme tu voudras. Mais avant de partir, je veux que tu saches. Elle regrette. Elisabeth. Elle m'a dit avant le divorce qu'elle avait commis la plus grande erreur de sa vie en renonçant à toi. Que tu valais 100 hommes comme moi. Il est trop tard pour les regrets, trancha Alexander. James se retourna et se dirigea vers la sortie. Mais sur le seuil, il se retourna. « L'aimes-tu encore ?» Alexander se figea, et Adélina retint son souffle, attendant la réponse. « Non, » dit-il lentement, comme s'il était lui-même surpris de cette découverte. « Je croyais l'aimer, mais c'était une illusion. Le souvenir de qui j'étais, pas de qui elle était. Et maintenant, je comprends ce qu'est un sentiment véritable. Et cela n'a rien à voir avec Elisabeth. » James hocha la tête, et un soulagement se peignit sur son visage. « Alors je suis heureux. Heureux que tu aies trouvé quelque chose de mieux. » Il sortit, et la porte se referma doucement derrière lui. Alexander resta seul au milieu du hall, et Adélina le vit presser une main contre son visage, comme pour contenir ses émotions. Elle aurait dû partir, le laisser seul, mais elle ne le put. Elle descendit doucement les escaliers, et il l'entendit. Bien sûr qu'il l'entendit. « Adélina » appela-t-il, et sa voix était lasse, presque désespérée. « Je suis là. » Elle s'approcha de lui et lui prit la main. Simplement, elle la prit et la tint, sans dire un mot. « Tu as entendu ?» demanda-t-il doucement. « Oui. Et qu'en penses-tu ?» « Je pense qu'il avait raison. Tu es le meilleur d'entre eux, pour eux. » De loin. Il se mit à rire,
un rire lâme et chaleureux. « D'où te vient une telle foi en moi ?»« De tes mots, répondit-elle, répétant ce qu'elle avait dit un jour. « De qui tu es, de la manière dont tu me traites. » Il l'attira contre lui, et ils se retrouvèrent enlacés, au milieu du hall sous le lustre de cristal, où n'importe quel domestique aurait pu les voir. Mais à cet instant, cela n'avait aucune importance. « Ne pars pas, murmura-t-il dans ses cheveux. « Promets-moi que tu ne partiras pas. »« Je te le promets, répondit-elle, et elle savait qu'elle tiendrait cette promesse, quoi qu'il arrive, parce qu'elle ne pouvait plus partir. Son cœur était ici, dans ce sombre manoir, avec cet homme brisé mais non vaincu, qui la voyait mieux que quiconque ne l'avait jamais vue. Et c'était à la fois le sentiment le plus merveilleux et le plus terrifiant de sa vie. Octobre apporta à Ravensmoor des vents froids et un ciel gris qui pesait sur le domaine comme une chape de plomb. Les feuilles du jardin étaient tombées depuis longtemps, révélant les branches noires des arbres, semblables à des doigts décharnés. Le matin, la pluie tambourinait aux fenêtres, monotone et interminable, transformant les allées en un bourbier. Mais à l'intérieur du manoir, quelque chose avait changé. Il faisait plus chaud, plus lumineux, pas physiquement, mais d'une autre manière. Alexander avait ordonné d'ouvrir les rideaux de la bibliothèque, de laisser entrer la lumière du jour. Il avait demandé qu'on n'allume plus de bougies le soir. Il se mit à sourire plus souvent, non pas de ce rictus amer auquel Adelina s'était habituée, mais de vrais sourires qui atteignaient ses yeux, même s'il ne voyait pas. Il ne faisait plus semblant. N'érigeant plus de murs entre eux, Alexander l'appelait Adelina quand ils étaient seuls. Elle l'appelait Alexander, prudemment, avec encore un peu de tremblement, comme si ce nom était trop personnel, trop intime. Ils lisaient, discutaient, débattaient sur les livres, sur la vie, sur ce que le monde devrait être. Parfois, ils restaient simplement assis en silence, et ce silence était plein, chaleureux, comme un plaid par une soirée froide. Adelina se surprit à se réveiller le matin avec une impatience, avec le désir de descendre vite, d'entendre sa voix, de sentir sa présence. Elle se mit à choisir ses robes avec plus de soin, non pour qu'il la voie, mais pour se sentir elle-même plus confiante, plus belle. Le mercredi, elle porta une robe de mousseline lilas pâle, avec une broderie sur le corsage, vieille, mais l'une de ses préférées. Le vendredi, une simple robe grise, avec un col blanc, stricte et modeste. Le samedi, elle risqua une robe couleur ivoire que sa mère avait cousue. La soie était usée, mais toujours belle, fluide, avec de minuscules boutons le long du dos. « De la soie ?» constata Alexander quand elle entra. « Ivoire. »« Comment connaissez-vous la couleur ?» s'étonna-t-elle. « La soie, ivoire bruisse plus doucement que la soie blanche. Elle a moins d'éclat, moins de vie en quelque sorte. C'est une couleur noble, ancienne. » Il pencha la tête. « Cette robe signifie beaucoup pour vous. Je l'entends à la façon dont vous vous déplacez, plus prudemment que d'habitude. » Adelina s'assit dans le fauteuil, lissant les plis de sa jupe. « C'est ma mère qui l'a cousue. C'était sa dernière robe pour moi, avant qu'elle ne tombe malade. » « Alors elle est magnifique, » dit-il simplement. Tout ce qui garde le souvenir des êtres chers était magnifique. Elle ouvrit le livre. Aujourd'hui, il lisait Austen, Orgueil et préjugés, mais ne commença pas tout de suite. « Alexander, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Vous en avez déjà posé des dizaines, » sourit-il. « Ne vous arrêtez pas maintenant. Regrettez-vous parfois d'être allé à la guerre, d'être devenu soldat ?» Il réfléchit, croisant les doigts sur ses genoux. « Et avant, je regrettais. Chaque jour, chaque heure. Je me disais, si je n'y étais pas allé, je verrais encore. Je serais encore entier. Élisabeth ne m'aurait pas rejeté. Mais maintenant... » Il se tut, cherchant ses mots. « Maintenant, je ne suis plus sûr. La guerre a fait de moi ce que je suis. La cécité m'a appris à voir différemment, et la perte d'Élisabeth.
Peut-être était-ce une bénédiction, et non une malédiction. Car si je l'avais épousé, je n'aurais jamais su ce qui était réel. Réel, répéta-t-elle doucement. Il se tourna vers elle, et ses yeux aveugles étaient en fixés droit sur elle, comme s'il la voyait vraiment. Ce que je ressens maintenant, avec vous, c'est réel, et tout le reste n'était qu'une répétition, une préparation. Le cœur d'Adélina battait si fort qu'elle s'était sûre qu'il l'entendait. « Je ne sais pas quoi répondre à cela », avoua-t-elle. « Ne répondez pas, simplement. Restez près de moi. » Elle hocha la tête, oubliant qu'il ne la voyait pas, et commença à lire. Mais les mots de M. Darcy avouant son amour à Élisabeth sonnèrent indifféremment aujourd'hui, plus personnels, plus poignants. Et quand elle arriva à la scène où Élisabeth le rejette, sa voix trembla. « Arrêtez », demanda Alexander. Elle ferma le livre. « Quelque chose ne va pas. »« Vous pleurez ?»« Non, je... » Votre voix. Elle tremble. Vous êtes bouleversée. Adélina s'essuya les yeux du revers de la main. Elle n'avait même pas remarqué que les larmes coulaient. C'est juste cette scène, quand elle le rejette, quand il pense qu'il ne la mérite pas, et qu'elle pense qu'il est trop orgueilleux. Ils se trompent tous les deux, mais ne peuvent voir la vérité. Et c'est si douloureux. Vous vous identifiez à eux, ce n'était pas une question. Oui, avoua-t-elle, parce que j'ai peur, moi aussi. J'ai peur que nous nous trompions, que la réalité détruise ce qu'il y a entre nous. Alexander se leva et s'approcha de son fauteuil. Il s'agenouilla devant elle, un geste si inattendu, si inconvenant pour un conte, qu'Adélina eut un hoquet de surprise. « Alexander, que faites-vous » Chut-il prit ses mains dans les siennes, fermement, avec assurance. « Écoutez-moi, Adélina, nous ne nous trompons pas. Ce n'est pas une illusion, ni un fantasme né de la solitude. Je sais ce que je ressens. Je sais que vous êtes la chose la plus réelle qui soit arrivée dans ma vie. Mais vous ne me voyez pas. » Sa voix se brisa en un murmure. « Vous ne savez pas qui je suis vraiment. Je sais qui vous êtes ici, » dit-il en pressant sa main contre sa poitrine, sur son cœur, là où c'est important. Je sais que vous êtes pas la bonne, parce que vous me lisez pendant des heures, même quand vous êtes fatiguée. Je sais que vous êtes intelligente, parce que vous me défiez dans nos débats. Je sais que vous êtes courageuse, parce que vous n'avez pas peur de dire la vérité. Je sais que vous êtes belle, parce que votre voix est magnifique. Et la voix ne ment pas sur l'âme. Et si un jour vous voyez, alors je verrai ce que je sais déjà. La femme dont je suis amoureux. Il prononça ces mots simplement, sans emphase, et cela les rendit encore plus puissants. Adélina se figea, n'en croyant pas ses oreilles. « Qu'avez-vous dit ?»« Je suis amoureux de vous, Adélina Ashford. » Il leva sa main et lui baisa les doigts, tendrement, avec révérence. Je ne l'avais pas prévu, je ne le voulais pas. Je m'étais juré de ne plus jamais me permettre de ressentir. Mais vous avez brisé tous mes serments, percé toutes mes défenses. Et maintenant, je ne peux plus imaginer ma vie sans vous. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues, mais c'étaient des larmes de bonheur. Moi aussi, souffla-t-elle, je suis amoureuse de vous, moi aussi. J'ai essayé de lutter contre ça, de garder mes distances, mais je n'ai pas pu. Vous êtes devenu tout pour moi. Et il se leva, l'entraînant avec lui, et la serra dans ses bras, fort, désespérément, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Elle se blottit contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur, sentant sa chaleur, sa force. Ses mains caressaient ses cheveux, descendaient sur ses épaules, remontaient à son visage, comme s'il essayait de mémoriser chacun de ses attraits. « Je veux vous voir, » murmura-t-il, « mon Dieu, comme je veux voir votre visage. »« Vous me voyez ?» répondit-elle en baisant sa paume.
mieux que quiconque ne m'a jamais vu. » Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés au milieu de la bibliothèque, tandis que dehors le vent soufflait et la pluie cinglait. Mais à l'intérieur, il faisait chaud, sûr, juste. Puis la porte s'ouvrit brusquement. Ils s'écartèrent l'un de l'autre. Mais il était trop tard. Sur le seuil se tenait Lady Margaret, appuyée sur sa canne, le visage semblable à un nuage d'orage. « Ainsi donc, » dit-elle froidement, « c'est ce que vous faites quand je pense que cette jeune fille vous lit des livres. »« Tante » commença Alexander, mais elle leva la main pour l'arrêter. Silence. « Mon enfant, sort. Je dois parler à mon neveu en privé. » Adelina regarda Alexander cherchant son soutien, mais son visage était tendu, fermé. « Allez, Adelina, » dit-il doucement. « Je vais m'en occuper. » Elle sortit, se sentant coupable, honteuse, bien qu'il n'ait rien fait de mal. Ils s'étaient simplement enlacés. S'étaient simplement avoués leurs sentiments. Mais pour la société, pour Lady Margaret, pour le monde entier, c'était inconvenant, déplacé, inadmissible. Elle ne s'éloigna pas. Elle se posta derrière la porte, l'oreille collée, bien qu'elle sût que c'était mal. « As-tu perdu la tête ?» La voix de Lady Margaret trancha le silence comme un fouet. Embrasser une dame de compagnie? Une fille sans dot, sans position, sans avenir? « Je l'aime, » répondit Alexander fermement. « L'amour, » renifla Lady Margaret. « Tu es le comte de Ravensmoor. Tu as des obligations envers ta lignée, ton nom envers ce... »« Au diable les obligations !» explosa Alexander, et Adelina sursauta devant la rage dans sa voix. « J'ai tout donné à cette lignée. Je suis allé à la guerre parce qu'il le fallait. J'ai perdu la vue en défendant ce pays. Je me suis enterré dans ce manoir parce que la société ne pouvait pas supporter de voir un comte aveugle. Et maintenant que j'ai enfin trouvé une raison de vivre, vous voulez me l'enlever. Je veux te protéger d'une erreur. » La voix de Lady Margaret s'adoucit, mais ne perdit rien de sa fermeté. « Cette fille, elle est charmante, je ne le nie pas, mais elle n'est pas pour toi. Tu ne peux pas l'épouser. Pourquoi pas? Parce que la société la mettra en pièces. Vous mettra en pièces tous les deux. On dira qu'elle a profité de ta cécité, qu'elle t'a séduit pour obtenir un titre et de l'argent. Chaque salon de Londres chuchotera dans votre dos. Chaque journal écrira sur le scandale. Et elle ne le supportera pas. Elle est trop fragile pour une telle cruauté. » Un silence, long, pénible. « Alors nous ne nous montrerons pas en société, » dit enfin Alexander. « Nous resterons ici, à Ravensmoor. Et vous deviendrez des reclus pour le reste de votre vie. Alexander, sois réaliste. Tu peux vivre ainsi, mais elle est une jeune femme. Elle a besoin d'amis, de distraction, de vie. Veux-tu l'enfermer dans une cage, même dorée? Je ne veux pas l'enfermer. Je veux la rendre heureuse. Alors laisse-la partir, » dit Lady Margaret doucement, presque tendrement. « Si tu l'aimes vraiment, laisse-la partir. Donne-lui une chance de trouver un homme qui pourra lui offrir une vie normale, sans scandale, sans chuchotement, sans honte. » Adelina porta une main à sa bouche, retenant un sanglot. Elle ne pouvait plus en entendre davantage, ne pouvait plus l'entendre se faire persuader de renoncer à elle. Elle courut dans le couloir, monta les escaliers jusqu'à sa chambre, claqua la porte et s'effondra sur le lit. Lady Margaret avait raison. Bien sûr qu'elle avait raison. Adelina le savait elle-même, l'avait toujours su. Un abîme les séparait, non seulement par leurs origines, mais aussi par la façon dont le monde les percevrait. On la traiterait de chasseuse de titres. On dirait qu'elle avait profité de sa faiblesse. Leurs enfants, s'ils en avaient, deviendraient des objets de moquerie, un père à moitié aveugle et une mère parvenue. Et le pire, c'est qu'elle deviendrait vraiment sa cage. Il disait ne pas avoir besoin de la société, mais c'était un mensonge. Tout le monde a besoin de relations, d'amis, d'une vie en dehors d'une seule maison. Et s'il se mariait, il perdrait tout cela. Pour elle. Coûte 605 kills.
Les mots de Lady Margaret résonnaient dans sa tête. Adelina se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda le ciel gris, les arbres nus, la pluie qui brouillait le monde en une tache informe. L'aimait-elle assez pour le laisser partir? Oui, mon Dieu, oui. Elle l'aimait si fort qu'elle ne pouvait pas se permettre de détruire sa vie. La décision vint lentement, douloureusement, comme si on lui arrachait une écharde du cœur. Elle devait partir. Pas tout de suite, pas immédiatement, ce serait trop suspect. Mais bientôt, elle trouverait une raison, écrirait un mot, disparaîtrait avant qu'il ait le temps de l'arrêter. Cela la briserait, mais cela le sauverait. Et si l'on aime vraiment quelqu'un, qu'est-ce pas là l'essentiel? Le sauver, même au prix de son propre bonheur. Les larmes coulaient sur son visage, et elle ne les essuyait pas. Qu'elles coulent, qu'elles emportent tout, l'espoir, les rêves, cette croyance stupide que l'amour peut vaincre les circonstances. Le monde était cruel, surtout envers ceux qui osaient aimer en dehors des règles. Et Adelina Ashford devait s'en souvenir, avant qu'il ne soit trop tard. 3 jours. Adelina se donna 3 jours pour rassembler ses forces, faire ses bagages, inventer une histoire plausible. 3 jours pour mémoriser chaque détail, le craquement du plancher de la bibliothèque, l'odeur des vieux livres et du tabac, le son de sa voix prononçant son nom. 3 jours pour apprendre à vivre avec un cœur brisé. Elle l'évita autant que possible. Elle arrivait à la bibliothèque à l'heure exacte, lisait mécaniquement, partait dès qu'il la congédiait. Elle ne posait pas de questions, n'engageait pas la conversation. Elle reconstruisait les murs, brique par brique, bien que chaque brique fût posée sur une plaie vive. Alexander sentit le changement. Bien sûr qu'il le sentit. Que s'est-il passé? Demanda-t-il le 2e jour, après qu'elle eut terminé un chapitre de Horace au quote 125 signe d'Austen. Ironiquement, c'était le livre qu'elle lisait maintenant. Un livre sur une seconde chance, sur un amour qui avait surmonté des années de séparation. Rien, monseigneur. Vous m'appelez de nouveau Côte 128 Dwight. Sa voix trahissait de la douleur. Pourquoi, Adelina? Parce que c'est ce qui convient. Ce qui convient? Au diable, ce qui convient. Que s'est-il passé? Est-ce à cause de ma tante? De ce qu'elle a dit? Adelina ferma le livre et le posa sur ses genoux. Ses mains tremblaient, et elle les serra l'une contre l'autre pour cacher ce tremblement. Lady Margaret a raison, dit-elle doucement. Nous nous sommes oubliés. Nous avons laissé nos sentiments obscurcir notre raison. Mais cela ne peut pas continuer. Pourquoi pas? Il se leva, et elle vit la fureur sur son visage, mêlée de désespoir. Parce que la société ne l'approuverait pas? Parce que nous venons de mondes différents? C'est de la lâcheté, Adelina. C'est du réalisme, objecta-t-elle en se levant à son tour. Je ne peux pas détruire votre vie. Je ne peux pas être la cause d'un scandale, d'une honte. Vous méritez mieux. Mieux? Il eut un rire amer. Qu'y a-t-il de mieux que l'amour? Que d'être avec quelqu'un qui voit en vous non pas un titre, ni une position, mais simplement vous. Vous dites ce que là maintenant, dit-elle en reculant d'un pas, créant une distance entre eux, mais dans 1 an, dans 5 ans, quand la société se détournera de nous, quand vos amis cesseront de venir, quand vous réaliserez que vous avez tout perdu pour une gouvernante rousse sans le sou, sa voix se brisa. Vous me haïrez. Jamais, dit-il en faisant un pas vers elle. Mais elle recula de nouveau. Vous ne pouvez pas le savoir. L'amour ne vit pas dans le vide, Alexander. Il existe dans le monde réel où il y a des conséquences, des obligations, des attentes. Et je ne peux pas être la cause de votre chute. Ma chute a déjà eu lieu, dit-il avec lassitude. Le jour où un éclat d'obus m'a privé de la vue. Et vous savez quoi? Vous m'avez relevé. Vous m'avez ramené à la vie. Sans vous, je retomberais. Seulement, cette fois, je ne me relèverai pas. Ces mots la transpercèrent comme un couteau, mais elle se força à rester ferme. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez.
vous vous en sortirez. Et vous, vous en sortirez-vous? Elle ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas, parce qu'elle connaissait la vérité. Non, elle ne s'en sortirait pas. Jamais. Elle vivrait avec cette blessure toute sa vie, se réveillerait la nuit en se souvenant de sa voix, de ses contacts, de ses mots. Mais c'était son fardeau, son choix, son sacrifice. « Je dois y aller », murmura-t-elle en se dirigeant vers la porte. « Adelina, attendez. » Mais elle était déjà sortie, courant presque dans le couloir, montant les escaliers, fuyant sa voix, sa douleur, la tentation de revenir et de dire qu'elle avait changé d'avis. Dans sa chambre, elle sortit son sac de voyage de sous le lit, ce même sac de voyage usé avec lequel elle était arrivée. Elle commença à y plier ses affaires, ses robes, la mousseline bleue, la batiste verte, le taffetas marron, la robe couleur ivoire que sa mère avait cousue, un peu de linge, une brosse à cheveux, un livre de poèmes que son père lui avait offert. Toutes ces possessions tenaient dans une petite valise. Toute sa vie. Elle écrivit un mot, court, formel, mensonger. « Monseigneur, je suis contrainte de quitter Ravensmoor pour des raisons familiales. Je vous prie de me pardonner ce départ soudain. Je vous remercie de votre bonté et de votre générosité. Respectueusement, Adelina Ashford. » Aucun aveu, aucune explication. Juste une rupture nette, comme une amputation, rapide, pour que la douleur soit moins vive. Elle scella la lettre et la posa sur la commode. Demain matin, avant l'aube, elle partirait. Elle demanderait à Alain des Palefreniers de la conduire au village et de là, prendrait la diligence pour Londres. Elle avait un peu d'argent, ses gages de 2 mois, qu'elle avait précieusement économisé. Assez pour le voyage et pour quelques semaines de vie, le temps de trouver une nouvelle place. Lady Margaret l'aiderait avec des recommandations. Adelina en était sûre. La vieille dame était sévère, mais juste. Elle comprendrait qu'Adelina faisait le bon choix. Le bon choix, mais pas celui qu'elle voulait faire. Adelina s'allongea sur le lit, tout habillée, et ferma les yeux. Mais le sommeil ne venait pas. Elle resta dans l'obscurité, écoutant le vent hurler dehors, la pluie battre sur le toit, les vieilles poutres du manoir craquer. Quelque part en bas dans la bibliothèque, Alexander était probablement assis seul. Peut-être touchait-il le dos des livres qu'elle lui avait lus. Peut-être se souvenait-il de sa voix. Peut-être lui aussi ne pouvait-il pas dormir? « Pardonne-moi » murmura-t-elle mentalement dans l'obscurité. « Pardonne-moi de ne pas être assez courageuse pour rester. Pardonne-moi de t'aimer trop pour me permettre de détruire ta vie. » Le matin arriva, gris et froid. Adelina se leva avant l'aube, se lava à l'eau glacée, enfila une robe de voyage en laine bleu foncé, chaude, pratique, discrète. Elle tressa ses cheveux en une natte serrée et la cacha sous un bonnet. Pas de mèche rebelle, pas d'éclat. Elle devait devenir invisible, se fondre dans la foule. Elle prit son sac de voyage, posa la lettre sur l'oreiller pour que Mrs. Collins la trouve plus tard, et sortit doucement de sa chambre. Les couloirs étaient un désert. Les domestiques dormaient encore ou commençaient à peine à se réveiller. Elle descendit les escaliers prudemment, essayant de ne faire aucun bruit. Elle était peut-être presque arrivée dans le hall quand elle entendit une voix. « Vous partez ?» Elle se figea, se retourna. Sur le palier se tenait Mrs. Collins en robe de chambre, une bougie à la main. Son visage était sévère, mais ses yeux exprimaient de la compréhension. « Je le dois », murmura Adelina. « Il va souffrir. Je sais, mais c'est mieux que de le laisser détruire sa vie pour moi. » Mrs. Collins resta silencieuse un long moment, l'étudiant. Puis elle hocha la tête. « Vous êtes une jeune femme courageuse. Stupide, mais courageuse.
Elle tendit à Adelina un petit paquet. De la nourriture pour la route. Et un peu d'argent. Ne refusez pas, ajouta-t-elle quand Adelina tenta de protester. C'est de ma part, pas du comte. Adelina prit le paquet, sentant les larmes lui brûler les yeux. Merci. Merci pour tout. Ne me remerciez pas. J'espère seulement que vous ne regretterez pas cette décision. Mrs. Collins se tourna pour partir, mais s'arrêta. Bien que, entre nous, j'ai vu beaucoup de femmes dans cette maison, riches, titrées, magnifiques. Mais aucune d'elles ne l'a regardée comme vous, et aucune ne l'a fait sourire comme vous. Cela a de la valeur, Miss Ashford. Plus de valeur que les titres et la position. Elle disparut dans l'obscurité du couloir, laissant Adelina seule avec ses doutes. Mais il était trop tard pour faire demi-tour. Bien trop tard. Adelina sortit de la maison par la porte de service, se faufila jusqu'aux écuries. Le jeune palefrenier qu'elle y trouva accepta de la conduire pour quelques pièces, sans poser de questions, ce qui fut une bénédiction. La voiture s'ébranla et Adelina se retourna. Regardant Ravensmoor une dernière fois, gris, maussade, avec ses fenêtres étroites semblables à des yeux fermés. La maison qui était devenue pour elle bien plus qu'un simple abri. La maison où elle avait été heureuse, peut-être pour la première fois de sa vie, vraiment heureuse. Coton 5 mais elle savait qu'il n'oublierait pas, tout comme elle n'oublierait jamais. La diligence pour Londres partait à midi. Adelina était assise dans un coin sombre de l'auberge du village, où les passagers attendaient, serrant une tasse de thé refroidi. Elle ne pouvait pas manger, la gorge nouée par des sanglots contenus. Elle l'avait fait, elle était partie, s'était enfuie, avait fait la seule chose juste qu'elle pouvait faire. Alors pourquoi avait-elle si mal? Pourquoi chaque inspiration était-elle une douleur? Pourquoi le monde autour semblait-il sans couleur, vide, mort? Miss Ashford. Elle leva la tête. Près de la table se tenait un homme âgé en manteau de voyage, le majordome de Ravensmoor, qu'elle avait vu plusieurs fois. « Monsieur Turner ?» balbutia-t-elle, décontenancée. « Que faites-vous ici ?»« Monseigneur m'a envoyé, » répondit le majordome. « Il vous demande de revenir. »« Non. » Adelina secoua la tête. « Je ne peux pas. Dites-lui. Dites-lui que je suis déjà partie. » Miss Ashford. La voix de Turner s'adoucit. Il n'a pas dormi de la nuit. Quand il a trouvé votre lettre, j'ai eu peur qu'il fasse quelque chose. D'imprudent. Il a ordonné d'atteler la voiture. Il allait venir vous chercher lui-même. Mais Lady Margaret l'en a empêché. Elle m'a envoyé. S'il vous plaît, écoutez-le au moins. Adelina se cacha le visage dans les mains, luttant contre la tentation. Si elle revenait, elle ne pourrait plus repartir. Elle n'était pas assez forte. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. « C'est trop douloureux. » Et fuir, ce n'est pas douloureux? Dans l'embrasure de la porte de l'auberge, apparut Lady Margaret appuyée sur sa canne, le visage sévère. « Abandonner l'homme qui vous aime, ce n'est pas douloureux. » Adelina sursauta, renversant sa tasse. « C'est vous-même qui m'avez dit de partir, que c'était été mieux pour lui. »« J'ai dit une bêtise, » avoua Lady Margaret. Et cet aveu lui coûta visiblement un effort. Je pensais à la réputation, à la position, à ce que les gens diraient. Mais j'ai passé une nuit blanche et j'ai compris. Au diable les gens. Au diable leur opinion. Alexander est heureux avec toi. Pour la première fois depuis la guerre, il est de nouveau vivant. Et je n'ai pas le droit de lui enlever ça. Ni à toi. Mais la société s'en remettra. Y aura-t-il un scandale? Oui. Y aura-t-il des commérages? Certainement. Mais ça passera. Tout passe. Mais l'amour, le véritable amour reste. Elle s'approcha, s'appuyant sur sa canne. J'ai commis une erreur dans ma jeunesse. J'ai renoncé à l'homme que j'aimais parce qu'il ne me convenait pas socialement. J'ai épousé un riche duc. J'ai vécu 30 ans avec lui dans un mariage froid et vide. Il est mort, me laissant un titre et une fortune. Et sais-tu ce que je ressens? Des regrets.
Chaque jour, je regrette de ne pas avoir été assez courageuse. Je ne veux pas que tu répètes mon erreur. » Adelina restait là, incapable de bouger. Les mots de Lady Margaret brisaient les derniers vestiges de sa résolution. Mais si je n'y arrive pas, si je ne supporte pas le mépris de la société, les chuchotements dans mon dos, le fait qu'on me traite de chasseuse de fortune, alors Alexander sera là pour te protéger, te soutenir, et je serai là aussi. Lady Margaret lui tendit la main. « Reviens, mon enfant, reviens auprès de lui. Donne-lui une chance de t'aimer comme tu le mérites. » Adelina regarda la main tendue, puis la porte de l'auberge derrière laquelle attendait la diligence. La fuite ou le retour, la sécurité ou le risque, la solitude ou l'amour. Elle prit la main de Lady Margaret. Le chemin du retour à Ravensmoor parut interminable, bien qu'il n'ait pas duré plus d'une demi-heure. Adelina était assise dans la voiture, à côté de Lady Margaret, serrant son sac de voyage, son cœur battant si fort qu'il semblait que le monde entier l'entendait. « Que dois-je lui dire ?» murmura-t-elle. « La vérité, » répondit simplement Lady Margaret. « Dis toujours la vérité, surtout quand il s'agit de sentiments. » Quand la voiture s'arrêta devant l'entrée, Adelina le vit. Alexander se tenait sur le perron sans manteau, sous une pluie fine. Ses cheveux étaient trempés, sa chemise collée à son corps. Mais il ne semblait pas s'en soucier. Il était juste là, attendant, écoutant, espérant. Adelina sortit de la voiture, et il tourna la tête dans sa direction. « Adelina ?» Sa voix était si pleine d'espoir et de désespoir qu'elle sentit les larmes jaillir de nouveau. « Je suis là, » souffla-t-elle. Il fit un pas en avant, trébucha sur une marche, chose rare pour lui, mais se rattrapa. Puis un autre pas, et encore un. Et soudain, il se mit à courir maladroitement, presque à l'aveugle, et elle courut aussi, laissant tomber son sac. Et ils se rejoignirent au milieu de l'allée, sous la pluie, dans la boue, et il s'en fichait. Il la serra si fort qu'elle ne pouvait plus respirer, enfouit son visage dans ses cheveux, et elle sentit son corps secoué par des sanglots contenus. « Ne pars plus », murmura-t-il dans ses cheveux mouillés par la pluie. « S'il te plaît, ne pars plus. Je ne le supporterai pas une deuxième fois. »« Je ne partirai plus ?» promit-elle, embrassant son cou, sa mâchoire, ses lèvres, pour la première fois, timidement, désespérément. « Je ne partirai plus jamais. » Il l'embrassa en retour, et dans ce baiser, il y avait tout, la peur de la perte, la joie du retour, la promesse d'un avenir. La pluie tombait sur eux, froide et implacable, mais ils ne sentaient pas le froid. Ils ne sentaient que l'un l'autre. « Épouse-moi, » dit-il en interrompant le baiser. « Pas dans un an, pas dans un mois, maintenant, demain, dès que possible. Je me fiche de ce que dira le monde. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Je n'ai besoin que de toi. Alexander, je sais, c'est de la folie. Je sais que ce sera difficile. Mais nous nous en sortirons, ensemble, parce que je ne peux pas. Je n'imagine pas ma vie sans ta voix, sans ta présence, sans toi. » Adelina le regarda. Son visage mouillé, ses yeux aveugles pleins de larmes, ses lèvres tremblant de froid et d'émotion. Et elle comprit que Lady Margaret avait eu raison. Certaines choses valaient le risque. Certaines personnes valaient la peine qu'on se batte pour elles contre le monde entier. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je t'épouserai. » Il l'embrassa de nouveau, et cette fois, le baiser contenait non seulement de la passion, mais aussi de la gratitude, du soulagement, de l'amour, pur, inconditionnel, éternel. Du perron s'éleva le rire de Lady Margaret. « Mon Dieu, vous allez être trempés jusqu'aux os. Rentrez tous les deux, immédiatement, avant de tomber malade. Nous avons un mariage à organiser. » Ils entrèrent dans la maison, main dans la main, et pour la première fois, Adelina sentit qu'elle rentrait vraiment chez elle. Pas dans la maison où elle travaillait, mais dans la maison où on l'aimait, où on l'acceptait, où ses cheveux roux,
ses taches de rousseur, ses robes usées, son absence de dot. Tout cela n'avait aucune importance, parce qu'il y avait là un homme qui voyait son âme et aimait ce qu'il voyait. 6 mois plus tard, Adelina se tenait près de la fenêtre de la bibliothèque, regardant le jardin où le printemps explosait en une profusion de couleurs. Les pommiers fleurissaient en blanc et rose, les narcisses doraient les pelouses, et dans la serre restaurée, les premières roses pointaient déjà. Sa main se posa involontairement sur son ventre, où, sous une robe de soie pêche pâle, neuve, coupée à la dernière mode, l'une des nombreuses qui remplissaient désormais sa garde-robe, une nouvelle vie commençait à s'arrondir. « À quoi penses-tu » demanda Alexander en entrant dans la pièce. Il la trouva sans erreur, s'approcha par derrière et l'enlaça, posant son menton sur son épaule. « À la façon dont la vie a changé », avoua-t-elle en recouvrant ses mains des siennes. « Il y a 6 mois que j'étais une dame de compagnie qui avait peur de dire un mot de trop. Et maintenant... » « Maintenant, tu es la comtesse de Ravensmoor ?» termina-t-il avec un sourire. « Et bientôt tu seras la mère d'un petit comte ou d'une petite lady. Tu le sais ?» allaita-t-elle. « J'entends que tu te déplaces plus prudemment, que tu te fatigues plus souvent, et ta voix, elle a une tendresse particulière quand tu penses que je n'écoute pas. » Il la fit pivoter vers lui. « Es-tu heureuse ?»« Follement, » répondit-elle honnêtement. « Bien que la société chuchote encore, qu'il chuchote. » Il passa une main sur sa joue, étudiant toujours son visage avec ses doigts, une habitude devenue leur petit rituel. L'important était que nous soyons ensemble. Le reste n'a pas d'importance. Il y avait eu des commérages, bien sûr. Les journaux avaient en écrit sur le mariage scandaleux du comte de Ravensmoor avec une dame de compagnie sans naissance. La société londonienne était sous le choc. Certains amis s'étaient détournés, mais d'autres, à la surprise d'Adelina, étaient restés. Il s'avéra qu'Alexander avait de vrais amis, ceux qui s'intéressaient à lui et non à son titre. James Carlyle avait même envoyé ses félicitations, avec des excuses pour le passé. Et Lady Margaret était devenue leur plus ardente défenseuse, déclarant d'un air impérial dans chaque salon que c'était le meilleur mariage que son neveu ait pu faire. « Je t'aime », murmura Adelina en l'embrassant. « Je sais », répondit-il avec un sourire. « Je l'entends dans chacun de tes mots, dans chaque souffle, dans le froufroutement de tes robes quand tu viens vers moi. »« Vaniteux » rit-elle. « Amoureux » la corrigea-t-il. « Désespérément, inconditionnellement amoureux d'une sorcière rousse qui m'a ensorcelé avec sa voix. » Ils restèrent enlacés dans la bibliothèque où tout avait commencé, où elle lui avait lu pour la première fois, où il avait touché ses cheveux pour la première fois, où ils s'étaient avoués leur amour. Dehors, le printemps offrait au monde de nouvelles couleurs, de nouveaux parfums, une nouvelle vie. Et à l'intérieur d'Adelina, une nouvelle vie grandissait aussi. Un enfant conçu dans l'amour, qui grandirait dans une maison remplie de chaleur, d'acceptation et de voix lisant à voix haute de bons vieux livres. Alexander ne recouvra jamais la vue. Les médecins dirent qu'il n'y aurait pas de miracle. Mais Adelina n'en avait plus peur, car il la voyait comme personne ne l'avait jamais vue, non pas avec les yeux, mais avec le cœur. Et c'était plus important que n'importe quelle vue physique. « Tu veux bien me lire quelque chose ?» demanda-t-il en la conduisant vers les fauteuils familiers. « Que veux-tu entendre ?»« La tempête, la faim. Quand Prospero libère tout le monde et trouve la paix. » Elle ouvrit le livre, trouva la page et commença à lire. Et sa voix, cette même voix qui l'avait ramenée à la vie, remplit la bibliothèque, se mêlant au son du printemps au dehors. Et à cet instant, Adelina comprit une simple vérité. Le bonheur n'est pas l'absence de difficultés, ni une vie parfaite ou l'approbation de la société. Le bonheur, c'est de trouver la personne auprès de qui même les ténèbres deviennent lumière.
Même le silence devient musique. Même la cécité devient une façon de voir ce qui est vraiment important. Et elle l'avait trouvé, tout comme il l'avait trouvé. Deux êtres brisés qui s'étaient reconstruits l'un l'autre et avaient créé quelque chose de magnifique, un amour qui n'avait pas besoin de Dieu pour voir. Seulement d'une voix pour entendre et d'un cœur pour ressentir.